Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts du Furtif. Le Furtif, c'est la structure qui porte les opérations de communication du syndicat UNSA en Île-de-France. Le Furtif se lance dans le podcast avec une première thématique sur l'engagement des femmes dans le syndicalisme. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas une femme et je n'entends nullement parler en leur nom. Cet épisode est ce qu'on appelle un pilote, un épisode 0. Son but est de présenter le projet et surtout de faire connaissance avec les deux personnes qui vont organiser et gérer le podcast et qui vont servir de testeuses pour le fil conducteur des prochains épisodes. Ce podcast est enregistré avec les moyens du bord. Nous espérons que la qualité audio vous satisfera. Le podcast du Furtif épisode 0, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pauline Laby-Leclerc et Sarina Grassi. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit en présentation, cet épisode est destiné à faire connaissance et à présenter ce podcast. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter rapidement ? Allez, on commence par Sarina. J'ai toujours été syndiquée dans ma vie, mais pas vraiment syndicaliste. Je suis syndicaliste active depuis une quinzaine d'années à peu près. Et là, j'ai pris récemment ma retraite, mais je continue. Je travaille dans le privé, dans le domaine bancaire. Pauline ? Alors moi, je m'appelle Pauline Laby-Leclerc. Je m'occupe actuellement de la région pour l'UNSA. Je suis secrétaire régionale et je suis encore une toute petite partie de mon service en classe où je remplace dans tout type d'école primaire, donc maternelle et élémentaire, sur le nord de Paris, intramuros. Ton activité au sein de l'URIF, l'Union régionale d'Île-de-France du syndicat UNSA, t'a amené à avoir l'idée de ce podcast au départ. Comment t'est venue cette idée ? L'idée est née en réalité de mon expérience d'organisatrice pendant les manifestations retraite de 2023 où on a été à la recherche de personnes pour tenir la corde ou pour être au service d'ordre sur le carré de tête intersyndical, donc avec mes homologues et les numéros 1 de chaque syndicat. Et il se trouve que ça a été assez violent dès le début. Et là, j'ai découvert des femmes ayant un cran incroyable et qui revenaient et qui, moi, m'ont épatée. Et je me suis dit, des militantes comme celles que je vois ici lors des manifestations, mais des militantes pareilles qui tiennent tête et qui tiennent bon dans nos sections au niveau de l'Île-de-France, je me suis dit qu'il fallait leur donner la parole et... Parce qu'à chaque fois que moi je leur parlais, elles trouvaient ça presque anodin qu'elles soient là, et puis bien sûr tout à fait normal. Mais je trouvais que c'était important aussi de faire connaître la force militante que nous avons auprès des femmes engagées à l'UNSA en Île-de-France. Je pense que les militantes et les militants syndicaux se souviendront longtemps de cette période de lutte contre le projet de réforme des retraites et de la violence qui l'a caractérisé. Si on reprend la thématique du podcast, est-ce que vous pouvez, chacune à votre tour, nous expliquer ce qui vous a poussé à vous engager au tout début ? Au tout départ, quand je me suis syndiquée, donc quand je n'étais pas encore militante, eh bien c'était le fait de pouvoir adhérer à une structure qui accompagnait les salariés, une structure ressources. Et puis quand je suis venue militante, tout simplement parce que dans l'entreprise où j'étais, il y avait des vrais canaux de lutte, je dirais, et que plus on est nombreux dans ce cas-là, et plus peut-être on peut faire avancer les choses. Donc c'est pour cette raison que j'ai adhéré donc au syndicat UNSA dans l'entreprise où j'étais, et puis maintenant je travaille plus, mais je continue parce que je trouve que chacun individuellement on peut faire des choses mais qui ne sont pas aussi positives ou aussi importantes que quand on est en groupe, et le fait d'appartenir à une structure avec une organisation qui peut être régionale ou même nationale ou locale fait que les choses peuvent avancer un peu plus rapidement à mon sens. Et toi, Pauline ?
Écoute, moi je suis arrivée là par une amie, enfin quelqu'un qui est devenu une amie, une collègue de travail au départ, qui m'a dit, écoute, voilà, moi on me propose une décharge à plein temps pour m'occuper des jeunes enseignants qui arrivent dans le métier, mais j'ai pas envie de prendre un plein temps, est-ce que ça te tente d'y aller avec moi? Alors je vous cache pas que j'ai longuement réfléchi, parce que pour moi le syndicalisme c'était qu'un monde de barbus. Qui s'adressait pas du tout à une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui démarrait en plus depuis peu de temps son métier. Après, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir justement parler de ce début de carrière, et je l'ai trouvé comme une possibilité d'accompagner des gens qui avaient juste quelques années de moins que moi dans le monde du travail, qui était un monde du travail qui me parlait. Donc je suis arrivée par là, grâce à Marion, qui du coup a suscité chez moi cette envie de venir militer petit à petit, sans même que je le sache. Et aussi, c'était un juste retour des choses, je trouvais, pour ce syndicat, qui m'avait permis de rester sur le poste dans lequel j'étais, parce que le système des mutations et des affectations en primaire à l'école, c'était compliqué. Or, moi, j'avais choisi d'aller dans un endroit, zone d'éducation prioritaire, une REP maintenant, dirions-nous, et j'avais pas le droit d'y rester officiellement, et donc ils ont fait les démarches pour que je puisse avoir une autorisation spéciale et y rester. Et la deuxième chose qui a fait que je me suis engagée, c'est que par rapport à d'autres syndicats, je le trouvais plus ouvert. C'est-à-dire qu'il était vraiment sur le parcours de l'enfant, de la maternelle au lycée. Et moi, c'est comme ça que je concevais aussi mon métier. Donc je me suis retrouvée comme ça, un peu par hasard au début, mais surtout par amitié. Et du coup, j'y suis restée parce que ça m'a convaincue. Justement, c'est la question que j'allais poser. Pourquoi le choix de l'UNSA? Tu as en partie répondu. Sarina, de ton côté, comment s'est fait le choix de l'UNSA? Tu avais le choix entre plusieurs syndicats, comment ça s'est passé? C'est aussi une histoire de personne, parce que le syndicat, il est ce qu'il est, mais il est aussi incarné par les gens qui font partie de ce syndicat. Et à partir du moment où les échanges avec la personne qui va un peu te faire rentrer dans le syndicat au vrai sens du terme sont des échanges que tu considères comme constructifs ou qui vont dans le sens de tes valeurs, moi c'est ça qui m'a décidé à aller à l'UNSA. Est-ce qu'il y a une journée type de la militante syndicaliste à l'UNSA? Comment ça se passe? Comment se concrétise pour chacune de vous l'engagement au quotidien? Déjà par une présence auprès des collègues, et être identifié auprès des collègues, c'est très important. Parce que, au lieu d'aller voir un autre syndicat, si un syndicat est représenté par une tête et non pas seulement par une étiquette, c'est très important. Donc, il faut avoir une présence certaine auprès de tous les collègues. Bien sûr, pour ça, il faut être en position d'élu, parce que sinon, on n'a pas dans les structures des heures consacrées pour aller voir les collègues. Et quand on est en position d'élu, on a des heures pour travailler les dossiers, pour rendre visite aux collègues, accompagner les collègues. En fait, c'est une histoire de tête, je dirais aussi, et de se faire connaître l'étiquette, enfin faire connaître le syndicat, après faire connaître la tête, finalement. Oui, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est d'abord une histoire de personnes et de rencontres. Pauline, tu peux confirmer et puis personnaliser peut-être cette réflexion et ce constat? Ah oui, je pense qu'il y a souvent dans le l'UNSA Mag quelque chose qui s'appelle Il et elle font l'UNSA. C'est parce qu'en réalité, effectivement, on a nos principes, nos valeurs, nos fondamentaux, mais en fait, c'est parce qu'on les incarne au quotidien que nos collègues nous font confiance. Et sur une journée type, au départ, on pourrait croire qu'il y a une différence entre ce qu'on vit quand on est dans un syndicat au quotidien et quand on est sur une structure interprofessionnelle, même si on est de l'UNSA. Mais au réel, ça se ressemble beaucoup. Après, moi, j'ai pas vraiment de journée type parce que chaque jour va avoir une différence. Soit je vais être plus sur un temps politique, soit je vais être plus sur un temps logistique, soit je vais être plus sur un temps organisationnel, purement de la structure, soit en lien avec le national, soit en lien avec une organisation syndicale. La grosse différence entre quand j'étais sur mon syndicat de métier et maintenant sur l'interprofessionnel, c'est que mon action, même si elle est au profit d'agentes de la fonction publique ou de salariés du privé, je reste moi sur un niveau de contact plus avec nos
représentant de syndicat. Et donc ce que je faisais vis-à-vis de mes propres collègues avant, finalement je le transpose avec des responsables de syndicats, c'est-à-dire comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner à être plus fort et à faire connaître l'UNSA. Là où avant c'était salut, toi tu bosses comme moi, de quoi tu as besoin pour mieux bosser dans ton quotidien. Finalement je transpose un peu cet état d'esprit pour faire en sorte que nos militantes et militants qui sont en lien avec l'Interpro puissent être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir militer. Est-ce que, en tant que femme militante, vous avez identifié au cours de vos actions, au cours de vos parcours, des difficultés spécifiques que les militants masculins, les barbus comme tu dis, ou les moustachus, c'est selon, ne rencontrent pas? Autrement dit, des choses dont les hommes n'ont pas forcément conscience. Moi, j'avoue que j'ai rencontré cette difficulté-là déjà au niveau même de la structure du syndicat dans l'entreprise, jusqu'à ce que je parte. Après 15 ans de militantisme, eh bien, il y avait que des hommes qui étaient secrétaire général ou délégué central, ou voilà. Ça commence déjà là. D'accord. Après, sur le terrain, ça se concrétise comment? Sur le terrain, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des négos. Vis-à-vis de tout, peut-être que tu as remarqué qu'il y avait des difficultés dans des activités plus que d'autres, ou pas? Non, dans l'activité en elle-même, non, parce que vis-à-vis des négos et tout ça, qu'on soit homme ou femme, on porte une parole. Donc non, à ce niveau-là, non. Mais il y a toujours l'histoire des postes où effectivement, après, suivant le poste que tu as, tu peux ou pas parler parce que tu es une femme ou parce que tu n'es pas une femme et que tu n'as pas obtenu le poste. Et toi, Pauline, de ton côté, dans le milieu de l'éducation nationale? Alors au niveau syndical, j'ai peut-être été aussi, alors non pas la caution féminine, j'espère que c'était pas pour ça que j'ai été élue à chaque fois quand même, ce serait triste, mais je pense que au contraire, je suis arrivée à un moment aussi où on voulait démontrer qu'on ne faisait pas barrage aux femmes à des postes à différents niveaux du syndicat. Et il y a plus la sensation et la pression qu'on se met à soi-même en fait. C'est-à-dire prouver qu'on est bien à la bonne place et qu'on sait faire et qu'on est légitime. Même si personne vous le demande officiellement, en tout cas c'est toujours la sensation qu'on a de devoir montrer qu'on sait tenir tête comme un mec, qu'on sait... Enfin voilà, c'est ce genre de choses parfois où on a la sensation que c'est pas dit, mais c'est presque assez imperceptible. Il y a eu une fois où un militant... mais c'était en soirée de congrès, je pense qu'il avait un peu trop bu, s'était permis de me chanter une super chanson de Salas, et quand je lui ai demandé pourquoi il lui chantait pas la même à celui d'à côté, là il a pas su quoi répondre, mais sinon franchement, j'ai pas la sensation pour l'instant qu'on m'ait jugée en tant que femme sur les différents postes en tant que militante, et il est vrai que le monde du travail de quel je suis issue, il y a énormément de femmes. Donc peut-être que ceci aussi explique cela, même si progressivement, et en particulier à l'Interpro, je constate que faire émerger des femmes est plus compliqué. Il faut vraiment que ce soit une volonté qui se traduise dans des actes concrets. Voilà, sur le papier, on le souhaite, on y aspire, mais quand on fait par exemple des appels à candidature sur les différentes missions au sein de l'URIF, il faut vraiment que moi je dise, là maintenant on cherche une femme, il faut que je mette les flèches, parce que sinon en fait on n'en a pas. Après, on pourrait le dire sur n'importe quelle diversité qui peut constituer les équipes militantes. Mais c'est vrai que c'est sur ce sujet-là, ça nous interroge, nous, en termes d'équipe à chaque fois. Et on en est même au point où parfois on se demande s'il ne faut pas l'indiquer en l'écrivant. Donc, ce n'est pas directement vis-à-vis de moi, mais c'est un sujet. Alors, Sarina, tu l'as dit au tout début quand tu t'es présentée, tu es retraitée. Ça veut dire que tu as peut-être connu le temps d'un syndicalisme où la notion de féminisme était, on va dire, absente? Absolument, tout à fait. Tout à fait. C'était pas une préoccupation à ce moment-là. Mais est-ce que toi, en tant que femme syndicaliste, et avec d'autres, tu étais obligée de prendre en compte le fait que tu sois une femme pour agir au sein du syndicat? De fait, Pauline l'a dit, même si dans le milieu de l'éducation nationale, c'était extrêmement féminin, il y avait quand même l'inconscient d'être une femme, donc de devoir s'imposer ou de subir des remarques déplacées, des chansons déplacées, etc. Toi, dans ton action, est-ce qu'il y avait aussi cette réflexion-là, ou pour les femmes à l'époque, ce n'était même pas un sujet? Alors moi, je milite véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années.
Et je pense que même il y a 15 ans, l'histoire homme-femme, est-ce que j'ai ma place, est-ce que je dois prendre ma place, comment j'impose ma place, parce qu'à la limite c'est presque ça aussi, ça se posait pas comme ça se pose maintenant. Donc les choses se faisaient plus par, je sais pas si on peut dire, compétences reconnues, affichées, démontrées, que véritablement par le fait je suis une femme, donc il faut que à la limite j'en fasse plus. Je crois que c'était au niveau de l'inconscience, ça passait pas encore, hein. Et pourtant il y a 15 ans, c'est pas il y a 30 ans, hein, parce que je militais pas il y a 30 ans, mais il y a 15 ans, oui, je militais déjà. Et on se posait pas la question en matière de parité, en matière de est-ce que c'est une femme, est-ce qu'elle a les compétences ou pas. Aujourd'hui, on se la pose pas comme question. On se la pose plus, ou moins. On devrait ne plus se la poser. Voilà, ou beaucoup, beaucoup moins. Et encore, je pense qu'elle se pose dans certaines catégories. Quand tu es cadre dans le privé, cette question est, je pense, encore d'actualité, alors qu'elle l'est beaucoup moins, je pense, dans d'autres catégories professionnelles. Est-ce que, à côté de votre engagement syndical, et s'il n'y avait pas cet engagement syndical, vous diriez chacune que vous avez été ou que vous êtes des militantes féministes? Bon, ça veut tout dire et rien dire, hein. Féministe, tu prends la définition basique, par moment oui, et puis par moment ça ne l'est pas, donc c'est un peu une réponse de Normand que je te fais là. C'est déjà une réponse. Et toi, Pauline? Alors moi je souris parce que pour moi le féminisme je l'attribuais un peu comme le syndicaliste barbu, la féministe plutôt virulente, radicale, qui est pas forcément dans l'échange, donc une vraie caricature. Et là pour le coup, grâce à l'Interpro et aux différentes rencontres que j'ai pu faire, notamment Émilie Trigot, une ancienne secrétaire nationale, et les formations qui ont eu lieu, Florence Daudin maintenant qui a repris ce projet autour de l'égalité femmes-hommes, je me rends compte que le féminisme, finalement, c'est nous qui l'incarnons aussi, d'une certaine manière, en étant qui on est et en assumant qui on est dans le monde du travail et ailleurs. Et je me surprends à organiser et participer à des marches auxquelles je dis pas que je m'interdisais d'y aller, mais je me disais que c'était pas pour moi. Alors qu'en réalité, si on y porte ce que nous on porte dans le monde du travail et la place des femmes dans le monde du travail, et finalement par extension dans le monde syndical, oui, là, dans ce cas, je veux bien dire que je suis féministe. Merci pour cette réponse. Pour terminer cet échange, est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie de dire, hors de toute question préparée et écrite, s'il devait n'y avoir qu'une seule chose importante à transmettre dans la thématique qui est la nôtre du militantisme au féminin? Alors moi je dirais croyez en ce que vous faites. Ok. Et toi, Pauline? Moi, je voudrais ajouter une chose par rapport à la maternité que j'ai pas partagée encore. Moi, il m'a fallu avoir des exemples autour de moi de femmes engagées, pas dans le monde syndical, j'en avais pas autour de moi pour le coup à ce moment-là. Maintenant, on en voit beaucoup plus, y compris à des postes de secrétaire général par exemple, ou de secrétaire national. Donc j'ai déjà cité Émilie Trigot ou Morgane Vervier sur l'éduc. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai pris le poste de secrétaire départemental du SE-UNSA, donc du syndicat des enseignants à Paris, je me disais que j'allais pas pouvoir avoir d'enfants, que ça allait pas être compatible, etc. Et j'ai vu des personnes engagées sur des postes importants, sur d'autres types d'engagements, qui finalement revenaient quand même. Et ça a été possible. Et c'est là où, s'il fallait retenir une chose de l'engagement au féminin, mais finalement, ça marche aussi pour le masculin, c'est que déjà, on milite pas les uns contre les autres. On a tous notre manière de militer, mais surtout, en tant que femme, qu'on assume d'être qui on est, le choix de vie personnel que l'on a, et que le militantisme n'est pas forcément un frein à cette vie. Ça, pour moi, ça a été aussi un fil conducteur de me rendre compte petit à petit que des choses que je pensais pas pouvoir faire parce que j'étais militante et que j'avais des responsabilités syndicales, finalement, je pouvais quand même avoir ma vie et me reconnaître dans toutes les étapes professionnelles et personnelles que j'avais à vivre, malgré ce militantisme qui prend beaucoup de place. Merci Pauline et merci Sarina pour vos témoignages. C'était l'épisode 0 de l'UNSA au féminin, le podcast de l'UNSA Île-de-France qui donne une voix aux femmes, qui donne un nouveau visage au syndicalisme. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci aux militantes et militants qui ont permis la réalisation de cet épisode. Leur engagement est possible grâce à toi qui nous écoutes.
Alors adhère à l'UNSA sur unsa.org et vote pour l'UNSA. Et si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager. Rejoins-nous sur le prochain épisode où Sarina et Pauline continueront à explorer les histoires passionnantes de femmes qui s'engagent dans le syndicalisme. Merci à toutes et à tous.